Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir enfin une femme sur la saison 3. Je prénomme Anne-Laure Morini. Elle intervient auprès des entreprises et des lambda pour les coacher et les amener à la performance avec un grand P. Alors dans cet épisode, on va parler justement de ce qui définit ce grand P et cette grande performance. On va parler de sport santé, de réathlétisation, d'entraînement de manière générale. Et tu vas le voir, c'est passionnant. J'adore sa philosophie et je la rejoins sur beaucoup d'aspects. Donc j'espère que l'épisode te plaira. Et on se retrouve en fin d'émission. Salut! Cette vidéo est parrainée par Laroc. Créé en 1989, Laroc est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. Laroc est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à Laroc d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de Laroc travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel Laroc est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de Laroc s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur laroc.com. Anne-Laure Morini, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Merci pour l'invitation. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Alors du coup, Anne-Laure Morini, j'ai 36 ans et actuellement je suis préparateur physique à l'INSEP, dans lequel je travaille dans le domaine de la préparation physique, de la prévention des blessures, et également de la réathlétisation. Et à côté de ça, j'ai deux autres métiers. Je suis associée sur la société Perform for Everyone, qui accompagne toutes les personnes dans le sport santé, dans un projet, peu importe le projet qu'ils peuvent avoir. Et également aussi, on accompagne les managers et les entreprises pour optimiser l'efficacité collective. Et mon troisième métier, c'est d'être maman de 2 enfants. Sacré métier. Voilà, un sacré métier qui me prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Et voilà mes 3 passions dans la vie. Ok, génial. Est-ce qu'on gère des managers comme des sportifs ? Totalement, il faut avoir la même démarche. Déjà, la première démarche, c'est vraiment ce côté accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous caractérise, moi et aussi toutes les personnes qui travaillent aussi dans la société, c'est le développement autour de l'humain. Je pense que c'est important d'être là-dedans et c'est ce que je fais aussi au quotidien à l'INSEP, c'est d'accompagner avant tout des personnes, des femmes, des hommes. Et je pense que c'est vraiment ça pour nous l'essentiel et le principal et qui amène du coup à la haute performance. Ok. Qu'elle soit sportive ou qu'elle soit entrepreneuriale. Totalement, oui, effectivement. Ok. Comment est-ce que tu es tombée dans la réathlétisation et la prévention des blessures ? Effectivement, alors j'ai eu la chance de partir faire une licence STAPS au Canada et ça a été un choc culturel. Je venais du coup de la France, de Paris, et j'ai découvert tout un monde en fait sur le développement à long terme des athlètes. Et ça a complètement changé ma manière de voir l'entraînement, parce qu'à l'époque, j'étais en formation en tant qu'éducateur du coup dans un club d'athlétisme, et effectivement, j'avais vraiment cette vision de la perf qui était complètement à court terme, totalement, et j'ai découvert ce qu'on appelle DLTA, et j'ai eu la chance en tant qu'athlète au Canada de pouvoir aussi avoir été accompagnée par un de mes mentors qui s'appelle Raymond Veillette et qui avait une démarche complètement préventive, qui était expert dans l'haltérophilie, mais avait quand même cette entrée préventive, prophylaxique, comme on peut aussi l'entendre. Et du coup, ça m'a complètement acculturée à cela. Et quand je suis arrivée à l'INSEP pour entamer mon master qui s'appelait à l'époque entraîneur des sportifs de haut niveau, entraînement des sportifs de haut niveau, effectivement, j'ai essayé d'amener cette vision canadienne, cette vision préventive et tout le côté autour justement de la performance, comme des fondamentaux, comme des prérequis pour justement être vraiment très efficace et rentable sur du long terme.
Et donc, c'est comme ça aussi que du coup, j'ai découvert cela. Et ensuite, bien évidemment, à l'INSEP, ils ont eu une stratégie de créer un centre de réathlétisation où j'ai commencé en tant que vacataire. Et c'est à ce moment-là où j'ai dû être à la hauteur de la mission qu'on m'a donnée. Donc, j'ai dû me former sur toute la partie paramédicale. J'ai dû apprendre aussi toute la partie sur toutes les blessures, etc. Donc, je me suis ouvert à d'autres domaines. Je suis sortie du monde de l'entraînement pour justement découvrir tous ces domaines autour de la réathlétisation. Et puis ensuite, j'ai fait tout un mélange de toutes les connaissances, de toutes les méthodes que j'avais pu absorber, développer. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce format hybride qui aujourd'hui peut-être me caractérise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut accompagner un sportif dans la haute performance, je ne vois pas comment on peut accompagner un sportif dans la préparation physique si en amont, on n'a pas identifié déjà le profil et si on n'a pas établi les prérequis. Il y a des fondamentaux, que ce soit dans le domaine physique, mais également mental, nutritionnel, dans tous les domaines de la facteur de la performance. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je n'aurais pas forcément, sans ce détour dans la réathlétisation, sans ce détour dans la prévention des blessures, aujourd'hui, je pense que je n'entraînerais pas comme je entraîne aujourd'hui. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu appelles dresser le profil de l'athlète ? Effectivement, c'est là où j'ai appris ça au Canada, c'est identifier qui nous sommes en tant que préparateur physique, en tant qu'entraîneur, et identifier aussi qui on entraîne. Et je pense qu'il y a vraiment ce 50-50. Et aujourd'hui, quand on ne se connaît pas soi-même, c'est très difficile, d'un point de vue pédagogique, d'optimiser ses consignes, d'optimiser son accompagnement. Et donc, c'est la première chose que j'ai appris, c'est-à-dire que là-bas, dans mon cursus STAPS, qui s'appelle pas STAPS, mais dans mon cursus, j'ai appris toutes les formes de management, apprendre qui j'étais. J'ai dû faire une introspection sur moi-même et j'ai dû en fait apprendre à ne jamais être dans le jugement, à ne jamais me brider dans des croyances ou dans des certitudes. Et c'est très difficile comme process, parce qu'on a tendance à accompagner des athlètes comme nous, on a été accompagnés. C'est-à-dire on a tendance, par facilité, à entraîner comment on a été entraîné. Et du coup, le plus dur, justement, c'est de prendre ce recul-là, de faire cette introspection, et puis d'apprendre qui on est, et d'apprendre comment fonctionnent les autres, dans quelle démarche, quelles sont ce qu'on appelle les motivations profondes, etc. Et tout ça, j'ai eu la chance, du coup, de le découvrir au Canada. Et puis, effectivement, à l'INSEP, ma formation INSEP m'a permis aussi de pouvoir être formée avec des experts dans l'individualisation et pour optimiser cette relation entraîneur-entraîné. Ok. Alors, ça m'intéresse beaucoup, ce travail d'introspection. Comment est-ce que tu as pu le mettre en place ? Parce que je sais c'est un terme qu'on entend beaucoup. On dit oui, il faut se connaître, travailler sur de l'introspection, etc. Et je trouve que c'est très difficile à faire seul sans être totalement biaisé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire prendre du recul pour analyser qui on est vraiment et pas qui on a envie d'être ou à quoi je veux ressembler. Comment est-ce que toi, tu as pu faire ça ? Effectivement, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a peut-être, de par des mentors qui nous ont accompagnés, on a envie d'être comme eux. Je pense que déjà, la première chose, c'est de prendre le temps, d'accepter de prendre le temps. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai accepté qu'il fallait acquérir de l'expérience et qu'il fallait surtout s'ouvrir. Aujourd'hui, moi, c'est la curiosité, c'est l'ouverture à beaucoup de choses qui m'ont permis aussi de prendre de l'expérience, de m'inspirer de beaucoup de personnes, mais de trouver ma vraie identité. Et j'ai eu la chance de rencontrer aussi des personnes, et comme du coup Raymond Veillette, j'ai rencontré aussi Frédéric Aubert, qui m'ont beaucoup accompagnée dans mon parcours et qui, en fait, m'ont appris qu'il fallait absolument rester en accord avec ses valeurs. Donc, il y a bien évidemment l'éducation qu'on a eue qui rentre en compte, et puis c'est surtout cette capacité à s'ouvrir. Et j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance aujourd'hui dans mon métier,
d'être toujours à l'interface de différentes cultures de travail, différentes cultures d'entraînement. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'entraînement. On accompagne aussi beaucoup dans le domaine de l'entreprise via la société. Mais du coup, on n'est jamais... j'ai toujours veillé à ne jamais me cloisonner dans une culture de travail ou dans un domaine. J'ai eu des expériences auprès de différentes fédérations et j'ai toujours voulu, à un moment donné, me dire que c'était un passage pour justement ne pas m'enfermer dans un process et de me forcer aussi à échanger, partager avec aussi d'autres personnes de différents milieux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'INSEP, j'ai la chance aussi de travailler avec 27 fédérations différentes. Donc, je suis obligée de systématiquement me remettre en question et de sortir de croyances ou de certitudes qu'on pourrait par facilité aller. Donc, pour résumer, se connaître, c'est accepter qu'il faut prendre du temps. Il y a tout le domaine de la curiosité, s'ouvrir à d'autres mondes. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis, savoir bien s'entourer. Je pense que c'est un peu les 3 principes qui nous permettent aujourd'hui d'être en accord avec qui nous sommes et puis de développer sa propre identité dans notre travail. Je partage totalement cette expérience et cette idée. Parce qu'on a tendance à, quand on commence en tant que jeune entraîneur, à aller chercher que son cercle très proche. Et des fois, c'est pas forcément les meilleures personnes pour nous... Pas forcément nous conseiller, mais pour nous driver, pour nous inspirer. Et des fois, il faut aller chercher ailleurs. Et souvent, c'est des gens qui sont peut-être d'un milieu auquel on ne s'attendrait pas forcément. Pour l'anecdote, moi, j'ai quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, parce que c'est vraiment un mentor, mais pas un mentor du tout dans l'entraînement. Et il m'a apporté tellement de choses humainement que tout s'est retranscrit en fait, dans les entraînements que je propose aujourd'hui. Et je continue à énormément échanger avec lui. Et un jour, il m'a fait une réflexion qui a été très intéressante. Je pense qu'il va t'intéresser aussi. C'est des fois, on cherche quelqu'un pour nous tenir une lumière et nous permettre d'avancer vers cette lumière. Et en fait, la bonne personne, c'est pas celle qui va tenir la lumière devant, mais celle qui la met derrière. Comme ça, ton ombre, elle est projetée et tu es obligé d'aller dans des choses que tu ne connais pas. Et j'avais beaucoup aimé cette idée-là, d'aller chercher en fait ce que tu ne connais pas quand tu parles d'ouverture. Finalement, c'est un peu cette même chose. Ouais, c'est ça. Donc l'image est assez intéressante. Comment est-ce que toi, ces gens ont transformé ta vision de l'entraînement ? Avec ce côté humain, c'est-à-dire ces valeurs qui sont pour moi la base du travail, et que ce soit dans le travail du sport de haut niveau, mais dans n'importe quel travail. En fait, je pense que c'est assez transversal à tous les milieux. C'est des personnes authentiques et qui ne trichent pas. Et aujourd'hui, moi, je m'y suis retrouvée en eux. Et je les remercierai jamais assez. Je les côtoie, malheureusement, Raymond non, parce qu'il est au Canada, mais Frédéric, c'est quelqu'un avec qui je suis encore beaucoup en contact et qui m'accompagne toujours. Mais vraiment, c'est cette authenticité qui fait qu'aujourd'hui, on a été authentique avec moi. On m'a accompagné avec énormément d'honnêteté. Je me dois aussi de le faire aussi auprès des personnes que j'accompagne, que ce soit des sportifs, que ce soit du coup des managers, des entreprises. Je pense que c'est ça, voilà, cette authenticité qui pour moi, du coup, est complètement signe aussi de performance. La rentabilité, la performance, c'est aussi, ça fait aussi partie des valeurs qui sont importantes à avoir dans ce milieu-là. Alors, je vais être provocateur. Est-ce qu'on peut performer en faisant de la prévention ? C'est une bonne question. Tu vois, je mets du temps à réfléchir. Le sport de très haut niveau, il est absolument pas préventif. Maintenant, il y a des prérequis, il y a des fondamentaux, que ce soit dans le domaine mental, que ce soit dans le domaine physique, qu'il faut absolument aujourd'hui développer. Il faut y aller step by step, c'est une progression. Pourquoi ? Parce que pour moi, la performance, un athlète performant, c'est quelqu'un qui est capable de réitérer ses performances dans le temps.
Aujourd'hui, on ne devient pas, entre guillemets, un athlète de référence sur un one-shot. Il faut être en capacité de prouver, il faut être en capacité de tenir, malheureusement, ce long chemin de croix. Et donc, aujourd'hui, une performance, quelqu'un de performant, une entreprise performante, c'est quelque chose ou quelqu'un qui tient dans le temps. Et donc, pour cela, il faut en amont avoir des bases solides, un ancrage extrêmement important. Et pour cela, indirectement, le travail préventif et du coup, indirectement, en lien avec la performance. Qui est-ce qui doit mener ce travail? C'est l'athlète lui-même ou c'est l'entraîneur? Ou quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, je suis toujours partie du principe que la performance, qu'elle soit dans l'entreprise ou que la performance soit aussi dans le sport de haut niveau, elle doit aussi être, entre guillemets, synonyme à l'autonomie. Aujourd'hui, un athlète performant doit être autonome. Et on doit, nous, travailler sur l'autonomie. C'est indispensable. Pourquoi ? Parce que je vais prendre quelqu'un qui va être sur un tatami, qui va être en finale olympique des Jeux. On va prendre l'exemple à Paris. Nous, on donne des clés. Il n'y en a pas eu beaucoup à Paris. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais nous, on donne des clés. Ouais. Et c'est à l'athlète d'utiliser la bonne clé au bon moment. On va lui donner peut-être des centaines de clés. Il va falloir que lui, il prenne la bonne au bon moment. Donc, entraîner à l'autonomie, entraîner à prendre les bonnes décisions et donc s'entraîner aussi à l'imprévu, c'est pour moi la base. Et c'est la même chose dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va former des personnes, des managers, des équipes. Et à un moment donné, quand elles seront face à quelque chose complètement imprévu, elles se doivent de prendre les bonnes décisions. Mais quand on s'entraîne à l'imprévisibilité, finalement, on arrive de manière autonome à peut-être faire le moins pire ou peut-être prendre surtout la bonne décision. Donc, pour moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et j'ai toujours veillé à ne pas être dépendant ou à pas amener un athlète à devenir dépendant de moi. Et c'est pour ça que, par exemple, sur beaucoup de stages ou de compétitions, des fois, je refuse aussi de partir. Parce que je veux que l'athlète arrive à s'entraîner tout seul, à s'échauffer tout seul et développer cette autonomie-là. C'est indispensable. Et aujourd'hui, je vous parlais de mon troisième métier qui est de maman. C'est aussi comme ça que je vois aussi l'éducation, qui est l'autonomie. Et pour moi, c'est transversal vraiment à tous les domaines. Ouais, je vois. Ça rejoint la pensée de Luis Mariano González, que je connais en boxe, qui dit moi, quand je suis dans le coin du ring, j'ai rien à dire. Mon sportif, mon boxeur, on a tellement travaillé en anticipation et en amont qu'il a les clés. Moi, mon seul rôle, si je dois parler, c'est quelques mots et lui dire « Attention, t'as remarqué qu'il faisait ça ?» Je ne dis pas quoi faire, je dis « Attention, regarde ce que lui fait, tu connais les solutions, à toi de les mettre en place. » Ça marche pas, mais si le travail était bien fait, normalement, ça fonctionne. C'est exactement ça, d'ailleurs, avec Luis Mariano, que je connais bien, puisqu'on travaille du coup sur l'INSEP et que j'apprécie énormément la manière dont il travaille et justement cette capacité à savoir se mettre en retrait quand il le faut et d'accompagner. Voilà, pour moi, accompagner, c'est ça, c'est être autonome et d'être capable d'être là de temps en temps, bien évidemment, d'être en soutien, mais d'auto-questionner la personne en face de nous. Et c'est elle qui fera elle-même son processus de réflexion et qui va devoir aussi, du coup, se centrer sur elle-même, d'auto-réfléchir et d'amener tout un système d'auto-réflexion pour pouvoir prendre la bonne décision. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Pour prendre la décision qu'elle décide, que c'est la meilleure décision au moment où elle l'est. Je pense que c'est aussi ça, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup le sport de haut niveau comme des choses qu'on doit faire et pas faire. Des fois, quand je récupère des athlètes qui sont un peu jeunes, pas matures dans le sport de haut niveau, ils sont extrêmement scolaires. Et la première chose que je leur dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous mets un contenu de travail sur un tableau, ne répète pas de manière scolaire ce que je vais te demander de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens que tu vas donner à ça. C'est les intentions que tu vas y mettre.
Et un athlète de haut niveau, il y a l'athlète de haut niveau qui peut être performant en faisant ce qu'on lui demande de faire, en répétant une recette, par exemple. Et il y a l'athlète de très haut niveau, qui, lui, a une espèce de flamme en lui, du sens des intentions, et qui ne fait jamais les choses pour bien faire, qui fait les choses en mettant du sens. La performance, elle vient de là. Je suis complètement d'accord. Moi, j'appelle ça les athlètes actifs ou passifs. Ouais, les passifs ne vont jamais très loin, et ceux qui sont actifs et qui prennent leur entraînement en main, qui cherchent à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait 50 reps et pas 200, eux, en posant des questions, ou en se les posant, peut-être des fois ils n'osent pas venir vers nous, mais on voit, dans le regard, on le sent généralement. Et c'est eux qui progressent forcément le plus vite et qui vont le plus loin généralement. Tout dépend des parcours, mais de manière générale. Et c'est eux en tout cas qu'on retrouve sur les podiums olympiques. Exactement. Enfin, je me dis si je me trompe pas. Mais... Il y a toujours des athlètes qui, par le côté militaire, finissent forcément par y arriver. Mais voilà, je vous parlais de réitération dans le temps. Je pense que les athlètes qui y arrivent, c'est ceux qui commencent à mettre du sens, des intentions, et puis de la folie aussi. Beaucoup de créativité, et qui arrivent à se remettre aussi eux-mêmes en question. Ouais. Et je pense qu'on a des beaux exemples aussi en France. Aujourd'hui, Clarisse Agbenienou est un exemple de capacité à se remettre en question et développer de la créativité. Dans différents sports, on a aussi, par exemple à l'escrime, Yannick Borel qui est dans cette capacité systématiquement à avancer comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des athlètes qui ont des carrières très longues, entre 15, voire des fois même 20 ans. Et ce côté militaire, finalement, au bout d'un moment, ne suffit plus. Ouais, je comprends. Tout à l'heure, tu parlais de prérequis physiques et mentaux. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça ? Les prérequis pour être performant, bien évidemment, déjà, dans le domaine physique pur et dur, il y a tout le domaine de la coordination, des habiletés motrices qui sont quand même aujourd'hui le lien des qualités physiques comme la puissance, l'explosivité, l'endurance, pour partir sur des termes très vulgarisés, mais aujourd'hui, il y a tout ce côté, l'équilibre, tout ce qu'on peut avoir aussi dans ce qu'appelle du coup le Canada les fun d'Amanto. Donc ça, je vous invite aussi à aller voir toutes les plaquettes de formation qu'ils ont développées sur le DLTA. Et après, sur la partie mentale, alors je ne suis pas experte dans ce domaine-là, mais il y a bien évidemment apprendre à savoir qui on est. Il y a tout ce côté aussi où il faut identifier ses valeurs, identifier aussi ses motivations profondes. Et puis, du coup, on sait qu'aujourd'hui, le sport de haut niveau est extrêmement difficile. Donc, il faut, pour moi, être extrêmement bien entouré. Et savoir bien s'entourer, je pense que c'est une des premières bases d'un athlète de haut niveau, mais ça peut être aussi transversal dans le milieu de l'entreprise. Un manager doit apprendre à savoir s'entourer des bonnes personnes et construire son équipe de la meilleure façon qu'il soit, et de ne pas tomber dans le piège de partir avec des personnes avec qui on ressemble. Ça, c'est un peu souvent la première chose qu'on voit, c'est-à-dire qu'on peut avoir des athlètes qui choisissent aussi de se staffer. Maintenant, de plus en plus d'athlètes sont un peu des chefs d'entreprise. Et des fois, on retrouve beaucoup des staffs où du coup, les gens se ressemblent. Je pense qu'il y a cette capacité à savoir être complémentaire avec d'autres profils. Et c'est pareil dans le milieu de l'entreprise, où c'est important aussi de varier les différents profils pour pouvoir justement être en capacité de se construire ensemble et d'évoluer ensemble et de ne pas s'entourer de personnes qui nous ressemblent à 100% pour avoir beaucoup plus de contrôle. Voilà, c'est un peu... c'est la problématique souvent. Un peu la problématique, ouais. C'est plus facile d'aller avec des gens qui nous ressemblent, parce qu'on sait à quoi s'attendre, on connaît les réactions, donc on peut anticiper. Alors quand on a quelqu'un qui a un profil un peu opposé au nôtre, ça peut devenir très vite compliqué, quoi. Ouais. Comment est-ce que toi, par tes séances, peut-être que tu le fais pas, tu peux me dire, tu peux driver, entre guillemets, ces jeunes athlètes dans la bonne voie? Par la discussion, par l'exemplarité des anciens qui sont peut-être là en même temps, comment ça se passe? J'ai pas la prétention de montrer la bonne voie. En tout cas, je montre une voie qui moi, me ressemble. Et donc, du coup, ça peut matcher. Des fois, ça matche pas. En tout cas, on est honnête les uns envers les autres.
Et il y a des athlètes où des fois je leur dis, écoute, moi je ne suis pas la personne optimale pour t'accompagner. Il faut savoir aussi connaître ses points forts, mais aussi ses limites. En tout cas, j'accompagne les sportifs dans une vérité, à les accompagner à trouver du sens dans tout ce qu'ils font. Enfin, pour moi, c'est la base aujourd'hui. Et après, d'un point de vue pédagogique, c'est surtout aussi les autonomiser. Donc, on l'a déjà évoqué du coup tout à l'heure, mais c'est pas montrer la bonne voie, mais c'est les amener les principes, peut-être qui sont mes principes, mais qui vont les armer à tenir dans la dure loi du sport de haut niveau, dans la dure jungle, qui vont les accompagner dans la dure jungle du sport de haut niveau. Du coup, tu comprends. Si tu veux. Et donc, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport de haut niveau est extrêmement difficile. Les personnes qui gravitent autour peuvent être extrêmement, entre guillemets, problématiques. C'est-à-dire que quand on ne sait pas justement trop à qui on a affaire en face de soi, on peut vite se faire manipuler, on peut vite se faire, entre guillemets, complètement influencer de manière négative. Il y a des gourous dans le sport de haut niveau. Il n'y a pas des gourous, mais il y a des gens qui gravitent autour, effectivement, ou qui n'ont pas forcément, du coup, fait ce travail sur eux-mêmes et qui, du coup, vont s'accompagner d'athlètes pour briller. Voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, on essaye au quotidien d'amener justement les athlètes à cette auto-réflexion, à bien justement comprendre comment fonctionnent les choses et les armer tout simplement dans tous les domaines. Pour en tout cas qu'ils puissent éventuellement ne pas avoir de regrets et surtout ne pas d'avoir, si quelque chose a été mal réalisé ou s'ils ont été dans une contre-perf, qu'ils puissent, eux, sentir qu'ils sont responsables aussi, qu'ils ont une part de responsabilité et qu'ils aient cette capacité à analyser les choses avec toutes les personnes qui les entourent pour pouvoir après derrière se remettre en question et puis après derrière repartir. Voilà, donc il n'y a pas de bonne voie, c'est ouvrir l'esprit pour après, derrière, prendre les bonnes décisions. Ok. Je te pose une question philosophique. Est-ce que tu connais la différence entre briller et rayonner ? Je l'aurais pas. Après, pour moi, peut-être que briller, ça m'évoque un peu la vitrine. Briller, ça m'évoque, tu vois, le fait d'amener de la lumière, mais de manière superficielle. Rayonner, ça m'évoque le fait de peut-être mettre en lumière qui nous sommes vraiment. Donc, j'ai pas la référence philosophique. Alors, en gros, on va dire ça comme ça, mais briller, c'est refléter la lumière de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu vide derrière. Je te mets un papier aluminium face au soleil, ça brille. Rayonner, c'est par ce que toi, tu vas amener, tu vas influencer et envoyer aux autres. Et donc, c'est ta lumière que tu envoies plutôt que de rayonner celle des autres. Ouais, c'était juste parce que, comme tout à l'heure, tu parlais d'utiliser les sportifs pour briller, pour certains entraîneurs. Je suis totalement d'accord. Alors que les meilleurs entraîneurs que j'ai rencontrés pour l'instant, tous rayonnaient. Ils avaient tous fait ce travail sur eux-mêmes, comme tu parles. Et c'est une différence sémantique qui paraît être bête, mais en fait qui est extrêmement profonde de sens. C'est pour ça que je te posais la question, parce que j'avais l'impression que tu savais plus ou moins ce que tu utilisais, mais tu l'avais. Ok, oui, c'est ça. Voilà, il faut accompagner à rayonner. Voilà. Donc rayonnant. C'est ça. Ok. Quand tu parles tout à l'heure donc des prérequis, je reviens sur le physique, qui est plus ton domaine. Tu parles de coordination, de plein de choses. C'est quelque chose qu'on doit développer quand on est déjà athlète de haut niveau ou avant ça, quand on est déjà enfant, et si on ne l'a pas fait enfant, c'est trop tard. Comment est-ce que ça se passe, ces fameux fundamentals ? C'est complètement plutôt c'est fait, mieux c'est, ça c'est sûr. Il y en a qui quand je suis au parc ou quand on est dans la salle de sport chez nous, ils me disent mais cette maman elle est folle, elle est déjà en train de travailler avec ses enfants qui sortent tout juste du ventre, de mon ventre.
plus tôt c'est fait, mieux c'est. C'est sûr. Parce que il n'y a pas de limite dans les fondamentaux et les habiletés motrices. Il n'y a pas de limite. Donc aujourd'hui, on peut développer systématiquement de manière très longtemps. Et plus c'est fait tôt, plus on peut aller loin dans la démarche aussi. Et moi, c'est vrai que en tant que maman, aujourd'hui, je veille aussi à ce que mes enfants, du coup, pour être autonomes, soient en capacité, d'un point de vue moteur, être en capacité de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que même dans mon éducation, quand je vois mon enfant qui tombait, je n'allais pas le ramasser. C'est-à-dire, j'attendais qu'il fasse la démarche de trouver des moyens pour se relever seul. Alors, bien évidemment... je suis pas non plus un diable et quand je sentais qu'il avait besoin d'un accompagnement, bien évidemment j'étais là. Mais aujourd'hui, je suis très très sensible à tous les réflexes archaïques, à tout ce domaine toute cette harmonie autour des chaînes musculaires, veiller aussi à ce que tous les degrés de mobilité articulaire soient libres. Et donc aujourd'hui, je pense qu'un corps, sur le plan moteur, sur le plan aussi musculaire et sur le plan articulaire, plus il est libre, plus il est capable d'être performant. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Aujourd'hui, malheureusement, des fois, je retrouve des athlètes qui arrivent à l'INSEP, qui ont 21 à 25 ans, et je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas réalisées, il y a des ancrages qui sont pas du tout stabilisés, et le problème, c'est que plus on le fait tard, plus il y a de mauvaises habitudes qui ont été prises, et c'est extrêmement long de déstructurer tout ça pour reconstruire. Et je vais prendre le cas d'un escrimeur que j'ai accompagné pendant à peu près 12 ans. Et quand je l'ai récupéré à 25 ans, je lui ai demandé des choses très très simples, juste sur le déroulé du pied, déroulé talon-pointe, des choses qu'on découvre en fait normalement dès le plus jeune âge, et je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout réalisées. Et on a mis des années, alors que si on avait pu le faire au moment où le système cognitif était en train de se développer, j'ai peut-être mis 3 ans à faire acquérir à un athlète une habilité, alors que si on l'avait fait pendant la période où le système était en train de se développer, peut-être que j'aurais mis effectivement 3 à 6 semaines. Donc effectivement, plus c'est fait tôt, mieux c'est. Ok. Et j'ai plein de questions par rapport à ça. On va commencer par la question technique, entre guillemets. Tu travailles avec donc réflexe archaïque, travail des chaînes musculaires. Quand, par exemple, je suis sportif, je prends un exemple concret ce sera plus facile. Je viens te voir parce que j'ai mal à l'épaule. C'est pas sur un trauma, c'est de l'usure, je commence à avoir mal, etc. Qu'est-ce que tu me fais faire ? La première chose, déjà, je ne regarde pas l'épaule. Je me défocus en fait de l'épaule. La première chose que j'avais tendance à faire quand j'ai débuté dans ce métier, c'est que je regarde l'épaule. T'as mal, ok, posture, on va regarder. Puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, la problématique de l'épaule n'était qu'une conséquence de choses qui ont été mises en place. La première chose que je regarde sans vraiment regarder, déjà, c'est tout le côté... la première chose que je vais tester, c'est les réflexes archaïques, bien évidemment. Je vais regarder l'harmonie au niveau des chaînes musculaires. Je vais regarder tous les degrés de mobilité. Mais pas que sur l'épaule. Je vais regarder les chevilles, je vais regarder le bassin, je vais regarder aussi tout. Et puis... je vais regarder de manière avec mes lunettes, entre guillemets, qui permettent de voir à travers, mais je vais regarder aussi le système cognitif. Alors, c'est très difficile d'expliquer comment je le fais d'un point de vue rationnel, parce que je pense que je le fais même de manière presque des fois inconsciente, mais je vais regarder s'il y a des inhibitions motrices, je vais regarder tout ça. Et donc, c'est en mettant... moi, j'observe beaucoup mieux dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est en mettant les athlètes en mouvement que j'observe des choses. Et je regarde. Et je me dis, OK, ça m'amène, l'épaule m'amène sur le bassin. Et puis après, plus je vois l'athlète en mouvement dans différentes situations, plus je suis en capacité, après, derrière, de me dire, ah, là, il y a une cheville qui est quand même très verrouillée. Est-ce que le fait que la cheville soit verrouillée n'est pas des conséquences sur sa manière de marcher, n'est pas des conséquences sur sa manière de courir, et qui ont amené des problématiques un peu plus haut au niveau du bassin et qui ont provoqué des problématiques de dos.
Et ces problématiques de dos ont amené, peut-être par voie de conséquence, des problématiques d'épaule. Donc, effectivement, moi, je suis issue du coup d'une éducation athlétique. Je suis psychorigide du pied. C'est un peu la première chose que je dis quand j'arrive, mais je suis assez psychorigide du pied. Donc, les athlètes, des fois, ils viennent pour une épaule et ils me disent « Mais Anne-Laure, pourquoi tu travailles sur mon pied ?» Puis je leur explique. Et puis après, je suis psychorigide sur la respiration et le diaphragme, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui partent de là. Et donc, la respiration, le pied, tout le travail des muscles profonds, c'est un peu ce vers quoi je vais en premier. Et puis après, j'ai absolument pas la prétention de dire que je vois ça sur un testing complet, comme on peut faire. Aujourd'hui, on a des batteries de testing qu'on fait, qui durent 1h30, et qui vont permettre d'avoir des hypothèses. Mais ces hypothèses-là, je suis incapable de résoudre à ces questions-là en 48 heures. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de voir l'athlète dans différentes situations. Et aujourd'hui, tout le process fait qu'on va commencer à se connaître entre nous. Et ensuite, j'arriverai à dire, écoute, là, ton épaule, il y a une problématique parce que ça vient de là, là et là et là. Mais pas en 1 heure. Ça, c'est, entre guillemets, je suis pas magicienne. Ouais, je comprends. J'ai besoin de temps. Par contre, entre guillemets, je débroussaille pas mal de choses. J'émets des hypothèses et après, je prends le temps d'y répondre et de trouver après derrière les moyens. De tester les différentes hypothèses. Qui m'estiment être peut-être les meilleurs pour pouvoir après libérer. Et puis après, c'est l'athlète qui me dit, je ressens pas. Et on fait des paris. Et en réathlétisation, c'est ça. Il faut accepter de faire des paris parce que c'est toujours une nouvelle aventure, ce qui se passe. Et donc, on se laisse le temps. On se dit, peut-être que pendant 10 à 12 séances, on va tester ça et on va voir les effets. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, on continue dans la direction dans laquelle on s'est engagé. Mais des fois, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas forcément la bonne voie. On sait qu'on n'a pas fait ça pour rien, mais qu'on n'a pas, entre guillemets, ciblé la problématique principale. Et donc, du coup, on va repartir sur d'autres choses. Il faut accepter de prendre le temps et accepter de se tromper, accepter qu'on émet des hypothèses. Et après, c'est un peu comme une enquête et qu'on est détective et que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais en tout cas, on fait jamais les choses pour rien. Voilà. Tant qu'il y a une démarche, tant qu'il y a du sens, ça finit après, derrière, quand même, par faire évoluer les choses positivement. Ok. Et la relation avec l'entraîneur, parce que lui, il veut le résultat, j'imagine. Comment ça se passe ? Vous arrivez à lui faire comprendre que des fois, c'est une science inexacte ou c'est compliqué ? Avec l'entraîneur, aujourd'hui, il y a des entraîneurs, clairement, qui te disent « Moi, je veux que dans 6 semaines, elle joue. » Ok. Mais derrière, on ne triche pas. Dans le sens où si tu as 6 semaines et que je n'ai que 6 semaines sur, par exemple, une grosse problématique de genou qui mériterait peut-être beaucoup plus que 6 semaines, dans ce cas-là, je lui dis « Ok, 6 semaines, je vais t'amener ça et ça et ça. Par contre, ça t'oublie. Ces qualités-là, tu les oublies. » Et on ne triche pas. C'est-à-dire qu'on lui explique que l'athlète ne sera pas à 100%. Il sera peut-être à 50% de ses capacités physiques, mentales, mais qu'après, derrière, c'est lui qui prendra la responsabilité. Donc, quand c'est comme ça, quand on a, entre guillemets, un ultimatum, on fonctionne comme ça. C'est assez rare. Je vais être honnête, j'ai rarement des ultimatums lancés par des entraîneurs. Pourquoi ? Parce que quand l'entraîneur, entre guillemets, fait appel à mes services ou à nos services à l'INSEP, c'est qu'il connaît aussi le process. Et c'est qu'il connaît, c'est qu'il nous fait confiance. Et que s'il sait que j'ai besoin de temps, il va me donner le temps qui est nécessaire parce que finalement, il a beaucoup plus d'intérêt à ce que l'athlète revienne à 100%, voire à 200%, qu'à 50%. Donc après, bien évidemment, on a déjà fait des choses complètement hors... du bricolage, entre guillemets. Hors, entre guillemets, process parfait. Quand on a des Jeux Olympiques à Paris, vous imaginez bien que là, cet été, on a eu des blessures de dernière minute qu'on a dû bricoler, bien évidemment. On a fait on a, entre guillemets, fait comme on pouvait. Parce qu'il y avait des échéances extrêmement rapides et qu'on accepte ensemble, parce que c'est aussi l'athlète qui décide, c'est son corps. Et on accepte ensemble que là, on va faire un truc extrêmement improbable. Par contre, quand on a le temps,
Et puis ça dépend aussi des athlètes, c'est-à-dire des athlètes qui sont à maturité, qui finissent leur carrière sur des Jeux Olympiques. Il se fait, il se fait un genou 2 mois avant les Jeux, on va tout faire pour le remettre sur pied. Même si c'est pas du tout l'idéal. Mais quand c'est un jeune qui est en formation, il faut accepter de prendre du temps. Voilà, donc ça dépend aussi des contextes. Mais en tout cas, quand on me met des ultimatums qui ne sont pas justifiés, de toute façon, c'est clair, je vais pas dans le projet. Ouais. Donc j'ai la chance aussi peut-être avec l'expérience aussi de sentir que là, ça sent pas bon. Et du coup, on a aussi le choix. J'ai une très grande liberté dans le domaine à l'INSEP. On a des supérieurs hiérarchiques qui nous font extrêmement confiance. Et donc aujourd'hui, on a aussi le choix de dire non quand on sent que c'est pas en lien avec notre manière de travailler. C'est génial ça. C'est un luxe. C'est un luxe, et c'est un luxe qui aussi se travaille. Je veux dire, aujourd'hui, peut-être il y a 15 ans, quand j'ai commencé dans le domaine de la réathlétisation, je n'étais pas dans cette démarche qui était normale, puisqu'on est obligé de prouver. Puis rien n'existait en plus. Exactement. Maintenant, ça s'apprend, et voilà. Maintenant, l'expérience nous amène aussi à sentir ça. Voilà. Ouais. Quelle est la différence entre ton travail et le travail du kiné ? Il est extrêmement complémentaire. Il n'y a pas de choses qui sont lui ou moi. Aujourd'hui, déjà, on ne fait pas le même métier, puisque je n'ai absolument pas les compétences d'un kiné, qui a totalement... forcément des compétences dans le domaine de la rééducation. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Toutes ces thérapies manuelles, toute cette connaissance du corps humain, elle est forcément plus importante chez lui. Moi, je viens de l'entraînement. Moi, j'ai entraîné. Je connais toutes les méthodologies d'entraînement. Je viens de ce milieu-là. Et donc, aujourd'hui, on est extrêmement complémentaires. Et dans un projet... En fait, et c'est ce qu'on fait aussi dans tous les domaines, c'est-à-dire que dans un projet, on est des identités. Peu importe les statuts, l'idée c'est, ok, il y a le kiné, il y a le médecin, il y a l'entraîneur, il y a le prep mental, le nutritionniste, il y a le préparateur physique, etc. Ou le chargé en réathlétisation, on peut être un staff extrêmement important. Ce qui est important, c'est de partir des compétences de chacun. Aujourd'hui, si moi, en tant que préparateur physique, mes compétences sont sur les chaînes musculaires, sur éventuellement les réflexes archaïques, ou sur le domaine de l'entraînement pur et dur. Si le kiné, il a fait une formation sur la prévention des blessures, et qu'il est expert dans le genou, en fait, c'est de partir des compétences de chacun, et de veiller à ce que toutes les compétences de chacun d'entre nous, qu'elles soient dans le lien avec l'entraînement, mais aussi sur le côté humain, etc., que toutes ces compétences, on arrive à les rendre efficaces. Je parle d'efficacité collective pour le bien d'un projet avec l'athlète. Et je pense que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas le statut qui fait que. C'est pas le kiné, c'est pas l'entraîneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'on peut apporter au projet global ? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut apporter au projet global avec notre domaine d'expertise et nos expériences ? Peut-être que moi, je vais prendre en charge quelqu'un sur la réathlétisation et que c'est, par exemple, sur une épaule et que je ne suis pas experte de l'épaule. Et ça se trouve, l'entraîneur, il a fait une formation sur l'épaule, etc. J'ai un cas où dans le judo, on avait un entraîneur qui était expert dans l'hypnose. Et c'est l'entraîneur qui faisait l'hypnose, ce n'était pas le préparateur mental. Alors qu'on pourrait se dire, c'est le préparateur mental qui doit faire ce côté-là. Mais en fait, c'est utiliser les ressources de chacun. On appelle ça utiliser les talents de chacun. Mais pour ça, il faut savoir les identifier en amont. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les talents de toutes les personnes qui sont staffées autour de l'athlète, et d'identifier aussi les talents de l'athlète, une fois qu'on a identifié tous ces talents, tous ces points forts, on va les mettre au service d'un projet. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Que tout le monde reste dans sa zone de génie. C'est ça. Pour le bien de l'athlète. Et peut-être qu'avec un nouvel athlète ou qu'une nouvelle pathologie, ça va complètement changer, parce que le contexte sera différent. Mais pour moi... Optimiser une réathlétisation, mais c'est pareil, optimiser une performance sportive, c'est identifier ça. Ouais, je vois très bien. Tout à l'heure, tu parlais des réflexes archaïques, qui prennent une place apparemment importante dans ton travail. Quand tu as des réflexes qui
tiennent du psychologique. Je pense au RPP au Moro, par exemple. Il y en a d'autres. Tu fais quoi? Tu les envoies chez le psy? Ce que je fais, c'est savoir... Alors, bien évidemment, c'est très difficile de répondre à une question comme ça, décontextualiser. Bien sûr. C'est déjà veiller à, moi, bien comprendre d'où est la problématique. J'essaye d'aller à l'origine de la problématique. Et puis, surtout, savoir s'entourer. On a eu le cas avec encore un judoka. Désolée de prendre que des judokas. C'est mal foutu. Où, à un moment donné, j'ai testé. Puis l'entraîneur, il me disait, j'ai ça comme problématique. Et nous, on teste. Puis on comprenait pas. Et à un moment donné, on est allé chercher un expert dans la psychomotricité. Et puis, on est allé chercher un expert dans l'hypnose. On est allé chercher un expert dans... En fait, c'est savoir aussi s'entourer et ouvrir aussi son spectre. Et sans que ça devienne non plus une usine à gaz, bien évidemment. Mais c'est d'accepter qu'on ne sait pas tout. Ouais. Et d'accepter d'aller chercher de l'aide aussi à l'extérieur. Et des fois, les réponses, elles sont pas forcément que dans des personnes qui travaillent dans le sport de haut niveau. Et donc, quand on a une problématique comme on peut l'avoir, notamment avec des réflexes archaïques, c'est de voir par quel levier on va réussir à accompagner l'athlète pour qu'il réintègre ce réflexe sans qu'il soit trop prononcé. Parce que c'est toujours une question de dosage et d'équilibre. Et surtout, comment il se transfère sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir quelqu'un qui a tous les réflexes intégrés, qui sont à juste mesure, quelqu'un qui a toutes les capacités à se déplacer d'un point de vue moteur, etc., mais qui finalement, sur le terrain, d'un point de vue spécifique, ne produit rien. Donc il y a cette notion de transfert aussi qui est intéressante. Tout à l'heure, tu disais que au plus le corps est libre, au mieux on peut s'exprimer. Est-ce que c'est une réalité... vrai, entre guillemets, parce que le sport de haut niveau, il va intégrer des spécificités qui font que, par exemple, je prends un sabreur, je dis n'importe quoi, il va avoir peut-être une hyperlaxité d'une épaule, qu'on ne retrouvera peut-être pas chez l'autre. Est-ce qu'il faut développer une laxité sur l'autre ou on s'en fout? Enfin, comment est-ce que tu juges ce qui va être intéressant à développer ou pas? Un geste performant, pour moi, c'est un geste fluide. Ok. Un geste fluide, ça m'évoque cette liberté, mais pas que. C'est pas forcément un corps équilibré. Attention aussi à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque spécificité amène une motricité particulière, des asymétries prononcées ou pas, mais en lien avec la spécificité. On va prendre par exemple le sabre. D'ailleurs, on voit bien que les profils de sabreurs ne sont pas du tout les mêmes que les épéistes ou que les fleurettistes, alors que c'est de l'escrime. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de vérité sur ce qu'il faut être pour être un bon sabreur ou pas. En tout cas, pour moi, c'est d'amener à accompagner les athlètes à aller chercher une fluidité de mouvement. Pourquoi ? Pour qu'ils soient en capacité, d'une, d'être efficaces dans ce qu'ils produisent, et de deux, d'être extrêmement dans l'économie d'énergie. Pourquoi ? Parce que le sabre, c'est un nombre répété d'efforts explosifs et qu'il faut être en capacité de le réitérer jusqu'en finale. Voilà, tout simplement. Donc c'est cette notion de liberté, mais je parle plus de fluidité. Ouais. Et donc, au quotidien, quand on accompagne notamment des athlètes de haut niveau au sabre, c'est de les amener à aller chercher de la fluidité. Et pour ça, il faut leur donner des outils, mais il n'y a que eux, après, qui puissent être en capacité de les transférer. Donc, on est toujours dans la même démarche. Je comprends bien. Et ça me donne une question à te poser, pour avoir ton avis là-dessus. Souvent, on s'entête à développer, je reprends le même exemple que tout à l'heure, c'est pas très grave, l'endurance, de manière générale. Je vais développer ton système aérobie, ta capacité, ta puissance, parce que tu vas courir encore plus vite. Sur quelqu'un qui va avoir 22 de VMA. Je prends un exemple complètement au pif, même si les gens comprendront. Mais est-ce que c'est intéressant de passer de 22 à 23 de VMA, ou plutôt d'apprendre à faire des meilleurs changements d'appui et à économiser et fluidifier les mouvements ? Tout dépend du sport, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on sait que dans les sports explosifs, on sait que
La VMA, la PMA est un soutien justement pour optimiser les qualités de récupération, pour être en capacité d'optimiser sa capacité à réitérer des efforts explosifs dans le temps. Et on sait aujourd'hui que même dans le domaine de la prévention des blessures, aujourd'hui on sait que en dessous d'une VMA très faible, on sait qu'on a quand même entre guillemets des fourchettes dans lesquelles il faut pas non plus aller en dessous dans le domaine vraiment préventif. Et c'est la même chose dans la force musculaire, dans la capacité à atteindre sa force le plus vite possible, le fameux RFD. Donc aujourd'hui, ça, on a des fourchettes, on a des seuils minimums. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est d'identifier. On part souvent des prérequis de la discipline, mais c'est pas toujours entraîné par rapport à une discipline. On a une personne en face de nous qui a des qualités, qui a du coup des points forts, et de se trouver cet écart entre ce qu'est l'athlète, ce qu'il a besoin pour sa discipline, et c'est d'avoir cette réflexion sur les deux. Et aujourd'hui, j'ai développé une démarche de travailler que sur les points forts. Ça, c'est mon détour au Canada qui m'a complètement, là pour le coup, lavé le cerveau. Okay. Je suis complètement dans cette démarche-là. Je me suis rendu compte que nous, on avait tendance à travailler sur les points forts, et dans la culture dans laquelle j'ai été formée, la compétition du dimanche impactait l'entraînement du lendemain ou de la semaine. T'as pas été bon là-dedans, il faut qu'on bosse ça. Et en fait, j'ai découvert une manière différente d'aborder l'entraînement et d'identifier, c'est pour ça que je reviens encore au profil, qui on est, qui nous sommes, qui est l'athlète, quels sont ses talents, quels sont ses points forts. Et à partir de là, on va chercher à limiter, bien évidemment, ses points faibles, mais surtout orienter tout l'entraînement pour que ses points forts soient encore plus forts. Je vais prendre un cas concret. Quelqu'un qui est extrêmement explosif, on le sait aujourd'hui, qu'il y a la dimension de force, mais il y a aussi cette capacité d'élasticité musculaire. Si un athlète n'est pas en capacité d'aller chercher l'élasticité musculaire, il ne va pas restituer toutes ses qualités. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, de travailler sur de la mobilité active, sur justement cette notion d'élasticité, avec par exemple des protocoles excentriques, peut-être que ça va lui permettre d'exprimer encore plus ses capacités d'explosivité, et donc d'être encore plus explosif. Et donc, on a orienté, du coup, on a inversé un peu la démarche, de ne pas travailler sur ce qui n'est pas bon, mais de travailler pour qu'il soit encore meilleur, voilà, sur ce qu'il est. Donc, ma philosophie, elle est là-dedans. Et pour continuer ta pensée, on sait par empirisme, et je pense qu'il y a pas mal d'études quand je le montrais, mais je ne me suis pas assez intéressé pour citer des sources, que les 10 meilleurs mondiaux dans un sport, ils ont tous quelques points communs, qu'ils ont absolument tous. C'est les 100 premiers mondiaux. Si toi, tu es un sportif, un jeune, pour prendre un cas facile, qui arrive et qui, sur 5 items, il en a que 2. Mais les 3, c'est ses points faibles. Est-ce que tu lui dis, bon, c'est foutu pour toi, on sait que tu n'y arriveras jamais, ou est-ce que tu vas quand même aller chercher ses points faibles, ou tu dis non, on va quand même miser sur ces 2 à fond, et peut-être que les 3 autres vont suivre, ou comment est-ce que tu vois la chose? Je ne sais pas si c'était très clair. C'est clair, je vois la chose, et je vais répondre cash. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de source. Tu me parles de source à citer, il n'y a pas d'études. Un athlète qui va chercher une médaille olympique et qui va aller chercher la médaille d'or olympique, il n'y a personne qui est en capacité d'avoir le moule pour pouvoir produire un athlète qui va être efficace, efficient et éventuellement médaillé d'or. Il y a tellement de paramètres. Il y a tellement de paramètres qu'on n'a pas d'item précis. C'est impossible. Alors, a posteriori, qu'on soit en capacité d'identifier que ça et ça étaient en commun, ok. Mais on est incapable de prédire les choses. C'est pas possible, pour moi. Je parlais pas de prédiction, au cas où. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu cette discussion en off, alors je sais même plus avec qui, avec un entraîneur, et qui me disait qu'en gros, lui, il demandait au prépa physique de développer une base, un socle physique, qui est de tant de points de VMA, de tel truc, de tel niveau d'explo, etc. Et qu'une fois que ça s'était atteint, la prépa physique, on s'en fout
mais ça va être vraiment mis à une étape largement inférieure parce que ça y est, il a le panel physique pour s'exprimer techniquement. Et donc, ça ne devient pas anecdotique, mais oui, ça va être plus de la prévention, on va y venir, que vraiment de la préparation physique développement. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si toi, en tant que préparateur physique, je sais jamais. Oui, préparateur. Un préparateur. Si tu te rendais compte qu'il y avait une lacune physique, est-ce que tu l'as développée quand même ou pas? Parce que, je reviens sur tout à l'heure, tu disais que, effectivement, quand on a un niveau de force ou de VMA qui est trop faible, on prend des risques sur la blessure. Mais, je me dis si je me trompe, c'est aussi à cause d'une dégradation technique qui arrive trop vite. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup de développer ça? Il y a quand même des seuils minimums sur pas mal de choses. Quand on commence à s'engager vraiment dans le sport de haut niveau, par discipline, il y a quand même des choses à développer. Mais toujours dans une démarche en lien avec le profil, et pas que de la discipline. D'accord. Voilà. Donc, même si on estime que pour cette discipline, il y a des panels physiques, je suis d'accord, mais pas que. Voilà, c'est important. Voilà. Et puis après, de voir aussi comment évolue aussi l'athlète dans un process, c'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent pas se développer tout de suite, mais qui prennent beaucoup plus de temps et indirectement, on travaille des choses presque parallèles parfois. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on peut bien évidemment se référer à différents historiques de finalement l'escrimeur, il faut quand même qu'il ait un minimum d'amplitude dans sa foulée, mais on a beaucoup de contre-exemples. Ouais. De gens qui sont presque extraordinaires, qui sont complètement différents, et ça a été le cas exactement quand Usain Bolt est arrivé, il avait absolument pas le profil du sprinter de 100 mètres qu'on avait imaginé, et finalement il a amené une nouvelle ère, et c'est pour ça qu'on revient sur l'identité, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de certitude sur différents profils. Mais c'est l'expression de soi-même qui peut amener à de la grande performance, et c'est apprendre à savoir qui on est et à identifier sa propre identité, parce que Usain Bolt, quand il est arrivé, il a créé quelque chose. Bien sûr. Il a entre guillemets, tous les codes ont été bousculés, et on a remis à zéro beaucoup de choses. Je vais même prendre dans l'athlétisme. Fosbury, quand il est arrivé, il a fait des choses extraordinaires. Donc on rejoint cette identité, cette créativité aussi. Et à mon avis, dans tous les sports, il y a des exemples comme cela. Et j'imagine que même Léon Marchand est aussi presque un ovni. Donc aujourd'hui, voilà, il y a pas de certitude, il n'y a pas de profil type. Je pense qu'il faut laisser les athlètes se construire avec le plus d'authenticité possible, et avec leur vraie identité. Voilà, je pense que c'est important. Tout à l'heure, tu parlais de folie. Est-ce que les sportifs de haut niveau, c'est un peu des artistes? Ah, mais pour moi, je vois le sport de haut niveau comme des artistes. Il faut être un artiste, pas dans l'expression scénique, mais justement dans cette créativité, dans cette folie qu'on est obligé d'avoir quand on rentre dans le sport de très haut niveau. Pas dans le sport de haut niveau, mais dans le sport de très haut niveau. Tous les sports de raquettes, il faut amener un jeu créatif, voilà. Et donc, il faut... puis c'est des intermittents du spectacle, hein, les athlètes de haut niveau. Donc aujourd'hui, oui, et des artistes. Et puis, on a accompagné le breakdance, par exemple, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Et en face de nous, on avait des artistes. On n'avait pas des athlètes traditionnels de haut niveau. On avait des artistes de haut niveau. Et aujourd'hui, on le voit, certains profils, dans leur comportement, je pense qu'ils ont des traits d'artistes. Et c'est pour ça que le milieu artistique est extrêmement complémentaire avec le nôtre. Et c'est important, du coup, de s'ouvrir. Et donc, c'est important de pouvoir justement être en capacité de se nourrir d'autres personnes autour de nous et de d'autres milieux. Parce que le sport est extrêmement fou, et c'est ce qu'on aime. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Et c'est presque un peu quand on va voir un spectacle, c'est qu'entre guillemets, on ne connaît pas la fin. On découvre. C'est la surprise, voilà. Donc c'est ce qu'on aime aussi dans la joie du sport de haut niveau, et c'est ce qu'on a vécu aussi au jeu, et ce qui nous a du coup fait vibrer. Artiste, pourquoi ? Parce qu'il y a émotion.
Et l'expression des émotions, c'est exactement ce qu'un athlète de très haut niveau va vivre dans une finale olympique. Donc voilà, pour moi, ce côté artiste, c'est lié à l'émotion. J'adore. Et est-ce que, comme les plus grands artistes, est-ce que les plus grands sportifs sont torturés? Parce qu'on ne connaît pas vraiment d'artistes équilibrés. Je ne sais pas si je dirais ça torturé, mais il faut accepter de se faire mal. Il faut accepter de se faire mal. Et bien évidemment, il y a beaucoup de failles. Aujourd'hui, c'est comme un peu certains artistes. En fait, on se rend compte qu'il y a la vitrine, il y a la beauté qu'ils peuvent proposer dans leur art, aussi, qui peut être un art physique aussi, mais qu'on se rend compte qu'ils n'ont absolument pas confiance en eux. Donc, effectivement, il y a beaucoup de failles qui sont des forces, malheureusement. C'est la question, justement. Ouais. Qui sont des forces dans le sport de haut niveau et c'est pour ça qu'il faut trouver ce juste milieu entre un équilibre et puis utiliser ces failles quand à un moment donné, il faut être performant. Donc voilà, il faut le voir avec une vision beaucoup plus macro. Mais de toute façon, pour accepter le milieu du sport de très haut niveau, il faut être, entre guillemets, complètement fou. Il faut être fou. Parce que c'est extrêmement difficile. D'où l'importance de bien être entouré. Ouais. Tu vois, j'en parlais dans la voiture. En venant tourner là, j'ai un entraîneur de tennis qui m'a appelé. On avait discuté un petit peu de ça. Et je lui avais fait... je vais donner cette anecdote, mais moi, j'ai jamais été un aussi bon combattant que quand dans ma vie privée plus jeune, c'était le chaos, quoi. Et du jour où ça s'est résolu et que je suis redevenu en paix, j'ai jamais pu retrouver ce niveau-là et c'est ce qui m'a après poussé un peu à arrêter. Les blessures sont arrivées aussi, m'ont bien dirigé où il faut, mais tu as cette sorte de flamme qui d'un coup s'éteint. C'est pour ça que je te posais la question de savoir si est-ce que ces failles-là, il faut les combler? Est-ce qu'il faut même en faire prendre conscience aux sportifs parce qu'il peut le combler seul? Ou est-ce que tu lui dis, voilà, ça y est, mais utilise-le pour... Il n'y a pas vraiment de vérité. Je pense que ça dépend des profils aussi. Moi, je pense qu'il faut quand même, malgré tout, faire prendre conscience à l'athlète de beaucoup de choses. Je pense que la prise de conscience, elle est quand même vectrice de performance, je pense. Mais c'est des débats avec lesquels je serais totalement intéressée de discuter avec d'autres personnes qui peut-être pensent l'inverse. En tout cas, moi, dans ma manière d'accompagner les athlètes, je ne peux pas accepter de les voir aller dans le mur sous prétexte que la faille, elle est performante. Donc, c'est de veiller à mettre un équilibre le plus optimal avec cette notion de que l'athlète prenne du plaisir et ne soit pas systématiquement en souffrance. Aujourd'hui, on a accompagné des athlètes qui allaient aux Jeux et qui ont beaucoup souffert toute l'année. Je pense malgré tout que le plaisir d'être présent à l'instant T, d'être connecté à l'instant T, et quand même permettre d'être performant au moment où il le faut. Donc, je ne pourrais pas forcément répondre à cette question, mais je veille à ce que les athlètes soient bien dans leur peau, dans leur tête, malgré tout. Parce que c'est peut-être ma manière de voir les choses. Je suis quelqu'un de très empathique. Et quand quelqu'un va mal, je vais mal. Donc effectivement, je n'aurais pas ce côté sadique de me dire bon, ok, ça c'est sa faille, mais c'est sa force et je veillerai à ce qu'elle ne se rende pas compte. Et puis si tant pis elle a mal, je suis pas là-dedans. Okay. Mais c'est propre à chacun et voilà. Je pense qu'il faut pas oublier la notion de plaisir dans la performance et être en capacité de se connecter à ses émotions et de se connecter à l'instant T pour être performant. Voilà, d'où l'autonomie, d'où l'identité, d'où connaître ses motivations aussi profondes. Est-ce qu'on fait ça pour quelqu'un? Est-ce qu'on fait ça pour rendre fier quelqu'un ou est-ce qu'on fait ça vraiment pour soi? Je pense qu'il faut faire ça pour soi. Mais c'est une démarche, c'est un process qui est long et qui doit être fait par l'athlète. Et pour en tout cas qu'il y ait le moins de regrets possible, peu importe ce qui se passe. Et avant de partir sur la prévention, on va finir par y arriver, promis. Je reviens sur la notion de plaisir. Est-ce qu'il y a vraiment une notion de plaisir ou plus de satisfaction? Est-ce que tu veux
Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant, effectivement. C'est, en tout cas, c'est plus la satisfaction, tu as raison. C'est une satisfaction, en tout cas, d'avoir tout donné. Ça peut être le plaisir d'avoir tout donné. Je pense qu'effectivement, satisfaction, ça s'y prête mieux. Mais c'est d'avoir tout donné pour avoir zéro regret. En fait, les derniers mots qu'on portait aux athlètes sur la scène olympique à Paris, c'était écoute, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui se passe, connecte-toi aux gens, connecte-toi au public, connecte-toi à toi, connecte-toi à tes émotions et donne le meilleur pour toi, pour que tu n'aies zéro regret derrière. J'ai l'impression d'avoir dit ça presque à tous les athlètes que j'ai accompagnés. Peut-être que c'est quelque chose qui me parle, donc peut-être que du coup c'est ce qui... Voilà, mais en tout cas, c'était ça. Donc c'est une satisfaction de tout donner. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en finale des Jeux et de ressortir avec des regrets de ne pas avoir tout donné, parce que bridé par telle ou telle chose, parce que avoir l'incapacité de ne pas avoir géré telle ou telle émotion. Il n'y a rien de pire. Parce que derrière, malheureusement, et ça a déjà été le cas, je l'ai déjà vécu... Après Londres, après Rio, après Tokyo, je me suis retrouvée avec des athlètes en dépression. Alors qu'ils avaient une médaille olympique, mais c'était pas la médaille d'or. Parce que derrière, ils sont remplis de remords, de regrets. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Et c'est des moments extrêmement difficiles. Donc du coup, oui, il faut avoir, comme tu le dis, cette satisfaction pour après, derrière, de se dire, ok, peu importe, voilà. Au moins, j'ai été battue parce qu'il y a eu plus fort que moi. Mais pas parce que j'ai pas tout donné. Voilà. Ouais. Et ça, c'est... Est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose d'inné? Ou c'est quelque chose qui peut s'acquérir? Je pense que ça se travaille. Okay. Je pense qu'il y a bien évidemment un facteur inné, mais ça se travaille. De se connecter à soi, et ça se travaille par justement savoir qui on est, comment on fonctionne. Ça se travaille parce que malheureusement, des fois, quand on est athlète, on se perd aussi dans un modèle d'entraînement. On peut se perdre. D'où l'importance encore, et je le répète, de l'identité, de l'entourage. Parce que si tous les jours quelqu'un te dit ça, du coup tu perds pas ton chemin. Donc non, moi je pense vraiment que ça se travaille. Et ça se travaille par l'authenticité, parce que quand on a des athlètes qui trichent à l'entraînement, on sait pertinemment que derrière ils peuvent tricher aussi sur des compètes de référence. Donc je pense que c'est amener à l'authenticité et faire les choses avec les tripes. Je pense que ça mène, en tout cas, vers de belles choses. Parce qu'aujourd'hui, on parle des athlètes de très haut niveau qui font des médailles, mais je connais des athlètes de haut niveau, ou pas forcément de haut niveau dans le sport santé, qui ont cette capacité de faire les choses avec les tripes et qui, du coup, rayonnent, comme tu le disais, beaucoup plus que des athlètes qui ont une médaille autour du cou. Chacun d'entre nous, on est un athlète, chacun d'entre nous, on est des personnes. Et même dans le milieu de l'entreprise, aujourd'hui, on accompagne des personnes dans les entreprises. Mais aujourd'hui, quand on apprend ce qu'ils ont vécu dans leur vie, ce qu'ils ont vécu dans le milieu de l'entreprise, ou dans leur passé tout simplement personnel, on se rend compte que ce sont eux les athlètes de haut niveau. Parce qu'ils trichent pas, parce qu'ils ont travaillé sur eux, et qu'ils ont développé une flamme en eux. Et c'est ce genre de personnes qui sont extrêmement exemplaires auprès de nous et qui finalement rayonnent, comme tu le disais. Et des fois, ils sont beaucoup plus inspirants que d'autres. Donc Les voilà. Jeux paralympiques sont un très bel exemple aussi de ça. Exactement. Avec La performance physique n'est pas toujours au même niveau que la performance physique en termes de chronomètre, etc. Je parle. Mais c'est une leçon de vie. Quand tu vois des gens qui ont cette force de vivre, de se montrer à eux-mêmes plus qu'à d'autres, qui sont capables de faire ça, moi je trouve ça incroyable. C'est des gens extraordinaires. Hors du commun. Ils sont extraordinaires. On a la chance aussi, du coup, d'accompagner des athlètes paralympiques. Je vais prendre l'exemple de Marie Patouillet, que mon collègue Enguerrand a accompagné dans tout le process olympique. Et Marie Patouillet est une femme extraordinaire qui mène des combats qui étaient limite presque perdus d'avance il y a quelques années, et qui s'est battue et qui a une force qui est extrêmement inspirante. Et aujourd'hui, ce genre d'athlète,
ce genre de femme, quoi. Cet humain a une capacité à être extrêmement exemplaire auprès de tous les athlètes que nous avons sur le plateau à l'INSEP et qui voilà, et c'est extraordinaire. Voilà. Mais ça peut être aussi une personne comme on a rencontré récemment dans un travail avec une entreprise qui était en rémission de cancer. C'est des femmes et des hommes qui se battent et moi le combat il m'est cher. Voilà. Chaque combat mérite d'être en tout cas entendu et et surtout d'être transmis avec beaucoup de personnes. Voilà. Tu aurais dû faire du judo. Il y a des judokas extraordinaires. Si le combat était si cher. Ouais. Exactement. Alors j'ai mis mon fils au judo, donc. Aïe, le pauvre. Indirectement, ça y est, on est liés avec le judo. Venons-en enfin à la prévention. Déjà, est-ce qu'on peut prévenir des blessures, vraiment ? Non. On ne prévient pas des blessures quand on est en tout cas, encore plus dans le sport de très haut niveau. On limite. On retarde. Voilà. Ok. C'est une vraie question parce qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Alors j'ai l'impression que la tendance générale va de plus en plus sur on ne peut pas vraiment prévenir. On peut effectivement limiter la gravité. Exactement, on limite les dégâts. Voilà. Ou tu touches qu'une articulation au lieu d'en toucher 3. Mais on limite et puis on peut aussi, si un travail préventif et sur un travail sur les fondamentaux et mis très tôt, je pense qu'on peut aussi accélérer des processus de réathlétisation. Ok. C'est sûr. Je t'écoute. Explique-moi. Tout simplement parce que si je récupère quelqu'un qui est blessé, que je dois accompagner dans un process de réathlétisation, si déjà il a acquis en amont une motricité, je vais prendre tout simplement l'équilibre pour optimiser la stabilité d'une articulation quand on est dans un process de réathlétisation. Bien évidemment, s'il y a déjà les connexions entre le cerveau et les chaînes motrices, bien évidemment, on gagne du temps. Donc voilà, les réathlétisations les plus longues sont celles qui, en fait, représentent des athlètes qui ont traîné des douleurs pendant tellement de temps, des douleurs chroniques, etc. Et qui, en fait, ont développé ce qu'on appelle des inhibitions motrices. Et là, je fais un clin d'œil à mon ami Stéphane Ladoucette qui travaille, du coup, sur ces inhibitions motrices. Et la problématique, c'est que quand on engage un process de réathlétisation et qu'on se rend compte qu'il y a des muscles, des zones qui ne sont plus connectées au cerveau, on met du temps à les réactiver, tout ça. Donc, je prends un peu toujours l'exemple sur Waze, cet itinéraire qui a été mis en travaux. Et en fait, on a passé notre temps à prendre un itinéraire bis. Donc, on a compensé. On a pris un itinéraire bis en partant du principe que cet itinéraire était en travaux. Sauf que j'imaginais pendant des mois, des années pour certains, nous, en tant que conducteurs, on perd l'habitude de prendre le chemin qui est peut-être le plus direct. Et donc, on prend l'habitude de prendre ce chemin parallèle. Sauf qu'après, derrière, quand on te dit que l'itinéraire, il n'est plus en travaux, c'est toute une démarche de sortir de ses habitudes et de repartir sur un chemin qui est du coup peut-être plus rapide. Mais du coup, il faut reprendre confiance, se rendre compte que finalement, ce chemin-là, il n'est pas plus long, qu'il y a moins d'embouteillages, etc. Donc en fait, c'est un peu cette vision-là. On a des inhibitions motrices qui vraiment sont entre guillemets, très impactantes dans un process de réathlétisation. Donc bien évidemment, si ces inhibitions motrices ne sont pas présentes dès le départ de la réathlétisation, de par un travail de manière générale, sur les motricités, sur de la connexion entre le cerveau, le système cognitif et tout le reste du corps, si déjà c'est fait, forcément on gagne du temps derrière. Ouais. Ce travail mis en amont, alors on parle beaucoup du sport de haut niveau, mais sur ce cas d'entraîneur, on parle vraiment à tous les entraîneurs, quel que soit le niveau, quel que soit le milieu, la discipline, qui doit faire en fait ce travail de prévention finalement. Est-ce que c'est vraiment un préparateur physique ? Est-ce que l'entraîneur, par des situations qu'il peut mettre en place, il est directement impliqué là-dedans ? Comment est-ce que toi tu vois la chose ? La question qui doit le faire, déjà, c'est le premier concerné, c'est l'athlète qui doit s'autonomiser à faire ça,
qui doit mettre du sens dans ce travail-là. Mais compliqué. C'est une acculturation. Ouais. Pour moi, ça se travaille dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, je suis arrivée à un moment donné dans la Fédération française de tennis de table. Les athlètes ne savaient pas s'échauffer. On était sur du très haut niveau. On préparait les Jeux de Londres. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment à 25, 30 ans, parce qu'on est sur des sports à maturité forcément tardive, donc les athlètes ont autour d'une trentaine d'années, ne savaient pas s'échauffer. Si dès la première fois que tu rentres dans une association sportive et qu'on t'explique et qu'on t'acculture à l'échauffement, bien évidemment, c'est des systèmes que tu reproduis et qui te paraissent normaux. Vous imaginez bien qu'à 30 ans, à l'athlète, quand je lui ai dit maintenant on va s'apprendre à s'échauffer, vous imaginez bien, pendant 15 ans j'ai fait sans toi, je vois pas pourquoi. Voilà. Donc il y a une acculturation à ça. Et bien évidemment, aujourd'hui on parle d'entraîneur, moi je parle d'éducateur. On est des éducateurs. En tant que parents, on est des éducateurs aussi. On doit apprendre à nos enfants, on doit les éduquer à manger, bien manger, savoir ce qui est bien manger, savoir ce qui est néfaste pour la santé. Et dans le milieu associatif, aujourd'hui, moi j'ai toujours pensé que les meilleurs entraîneurs devraient être dans les clubs, dans les associations. Merci. Le problème, c'est qu'on n'est pas formé à ça. Et donc, c'est soit il y a un éducateur, un entraîneur qui va se former à ça. Mais la démarche, elle est personnelle, elle est rare. Et donc, il y a des très bons éducateurs, des très bons entraîneurs dans des associations. Mais le problème, c'est que c'est 15-20%, et encore, je suis sympa, du système associatif. Donc, aujourd'hui, ça passe par la formation. La formation des cadres. Aujourd'hui, moi, je le vois aujourd'hui dans les formations. On a beaucoup de formations qui se développent, des formations notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui sont extrêmement courtes et qui des fois polluent un peu le système de formation des cadres. Et quand je vois aussi les formations dans les fédérations, on est dans une culture qui est extrêmement bridante. On reproduit un système. Et la problématique, elle vient de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir aussi dans différents diplômes, on a des gens qui ne sont pas du terrain qui forment. On a beaucoup de personnes qui sont complètement éloignées de la réalité du terrain. Et donc aujourd'hui, la problématique, elle est là. C'est-à-dire que quand on est formé par quelqu'un qui ne connaît rien au sport de haut niveau, qui ne connaît rien au terrain, comment voulez-vous avoir les bons réflexes et les bonnes bases? On parle des fondamentaux, des prérequis. Pour moi, c'est exactement la même chose dans la formation. Et aussi, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait le nécessaire pour partir au Canada. J'ai aussi eu la chance aussi quand même d'être formée à l'INSEP, où à l'époque, les formations INSEP étaient réalisées par des gens de terrain. Et je remercierai jamais cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les formations sur Internet fonctionnent aussi bien. Il y a des très bonnes formations, et notamment le labo RNP, pour moi, est une innovation dans le domaine justement cognitif, etc. Ils ont apporté énormément de choses. Donc il y a des très bonnes formations. Il y en a d'autres, c'est une catastrophe. Forcément. C'est du business. Il y a du bon et du moins bon. C'est du business. Donc aujourd'hui, acculturer les entraîneurs et les éducateurs qui sont dans les associations à travailler sur la prévention, ça passe par là. Voilà. Et ça passe surtout par les fédés, je pense. Aussi. Pour avoir passé des diplômes fédéraux, c'est fou. Alors, il y avait du très bon et du moins bon dans la même formation. Et quand on te dit, la préparation physique et la prévention, c'est le footing que tu vas faire l'été quand il n'y a pas d'entraînement. Merde, quoi. C'est plus que réducteur, et on connaît quelque chose depuis le temps, quoi. À évoluer. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'être en STAPS, de faire un parcours et de me former après à côté. Mais je recroise encore des amis qui étaient dans cette formation-là, qui sont profs de judo aujourd'hui, et qui entraînent comme il y a 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'on leur a appris comme ça, et les formateurs qu'ils ont eus, on leur a appris comme ça. Il y a peu de remise en question. Et je trouve ça dommage, parce que beaucoup de formations proposées, que ce soit par l'INSEP ou les fédés, ou les universités aussi, sont fermées à ces gens-là.
Les formations universitaires, ils n'ont pas le jargon scientifique et ils ont, entre guillemets, pas le niveau de diplôme pour entrer dans ces formations-là, généralement. Parce qu'on leur demande une licence, ils ne l'ont pas, ils ont au mieux un DE ou un DES. Donc ça, c'est fermé. INSEP, si on n'est pas cadre fédéral, c'est quand même compliqué. Donc fermé. Et formation fédérale, une fois qu'on a fait le DE, le DES, plus ou moins avec les mêmes formateurs souvent, on est vite limité, quoi. Donc la formation continue des entraîneurs, donc, je sais pas si toi tu peux ajouter quelque chose, peut-être que tu as des sources que je connais pas, mais en fait elle est quasi inexistante. Il y a des pays où tu es obligé de te former tous les ans en tant qu'entraîneur pour pouvoir continuer de pratiquer. Et aujourd'hui, en France, on te demande au mieux de faire le stage fédéral de début d'année, quoi. Donc, je sais pas, comment est-ce qu'un entraîneur qui sort de ses diplômes fédéraux ou diplômes d'État peut se former de manière continue? Je vais être l'exemple même de quelqu'un qui travaille en réathlétisation et qui n'est pas diplôme de réathlétisation. Bien sûr. Pourquoi ? Alors déjà d'une, à l'époque, ça n'existait pas. La meilleure formation, c'est le terrain. C'est cette curiosité d'aller s'ouvrir à d'autres cultures et de s'ouvrir à d'autres pratiques en France, à l'étranger. Donc pour moi, la meilleure formation, elle est celle-ci. Il y a tout un système de formation à réformer, ça on le sait, auprès des fédérations, auprès des associations, auprès même de différentes entreprises privées, ça on le sait. Et du coup, il y a aussi cette expérience de terrain qui est fondamentale, savoir observer des choses simples, mais et c'est là où ce qu'on essaye, nous, de mettre en place aussi dans les entreprises maintenant, c'est ce parrainage qu'on a oublié et qu'on faisait à l'époque dans le sport des hauts niveaux, mais qu'on a oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une formation, on a un stage à faire, mais on oublie ce parrainage, ce côté filleul où en fait, moi aujourd'hui, je ne serais pas là si j'avais pas été parrainée par Raymond Veillette, parrainée par Frédéric Aubert. Il y en a d'autres aussi. Mais c'est-à-dire que si ces personnes-là n'avaient pas pris le temps de me former au côté terrain technique, mais aussi sur le plan humain. Donc ça peut être aussi une perspective d'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais très bien parrainer quelqu'un et si je vois que ça matche bien et l'accompagner dans ce milieu. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, avec des stagiaires qu'on cible. Des fois, il y a des années, on n'a pas de stagiaires parce qu'on estime que les profils ne nous correspondent pas, parce qu'on préfère ne pas avoir de stagiaire que d'avoir, entre guillemets, une personne qui n'est pas là au bon moment, qui ne devrait pas être là où elle a demandé l'être. Donc, des fois, c'est savoir peut-être être seul pour que mal accompagné. C'est un peu ce process-là. Mais par contre, aujourd'hui, quand on prend en charge un stagiaire, on le prend 2-3 ans en licence, en M1, en M2. Et à partir de là, voilà, et on parraine, et on forme, et on voit. Ça marche pas. En tout cas, après, derrière, on est capable de soit réorienter la personne dans le milieu qui, pour nous semble être le plus optimal pour cette personne-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui est finalement plus dans la recherche, et donc on va les aider à aller dans la recherche. Là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est le terrain, mais qui ne pourra pas gérer le milieu fédéral. Et dans ce cas, on les réoriente. Mais il y a ce système aussi de parrainage qui peut être très intéressant. Et c'est ce que font les entreprises avec du B2B, tout simplement. Ouais, clairement. C'est une vision que moi j'avais quand j'avais mon centre de prépa physique. Pareil, je recrutais en Master 1, parce qu'il n'y avait pas la licence entraînement sur Marseille, il n'y avait que le Master 1. Et moi, je leur disais, je ne vous recrute pas pour le Master 1, c'est Master 1, Master 2, et voire plus. Et en fait, tous ceux que j'ai eu en apprentissage ont fini finalement salariés de la société. Et il y avait vraiment ce travail de fond où tous les entraîneurs seniors, entre guillemets, prenaient sous leur aile les juniors. Et on avait tous une spécialité différente. Et il avait un référent, mais il allait quand même voir tout ce qui se faisait avec les autres parce qu'il avait à apprendre. Le culturiste peut t'apprendre des choses sur du travail analytique en prépa que tu vas avoir besoin en réathlé, en prévention par exemple. Que tu utiliseras peut-être pas forcément tout le temps, mais ça peut te dire, tiens, une fois, mince, j'ai ce problème-là, j'ai vu avec lui, et créer ce système-là avec beaucoup d'échanges, de retours, on prenait énormément de temps. Mais en fait, ça a donné des gens qui étaient extraordinaires, parce que
c'est pas qu'on les a bien formés, c'est que ça les a éveillés à comprendre et à avoir justement ce que tu disais, ce regard, cette curiosité. Et moi, je les remercierai jamais assez, mais ils m'ont énormément apporté, même plus que ce que moi, j'ai l'impression que j'aurais apporté. Parce que, moi, j'ai bien accroché avec l'haltéro. Il est devenu gaga d'haltéro. L'autre, sur les sports co, il voulait comprendre les changements d'appui, le travail de pied. C'était incroyable, parce qu'ils sont allés à des niveaux largement au-dessus de nous, donc tant mieux. Et c'est comme ça qu'on grandit, nous aussi. Bien sûr, c'est un échange, c'est un 50-50. Et puis c'est important de dire qu'effectivement, quand on accompagne, entre guillemets, des jeunes dans ce milieu-là, on évolue aussi, parce qu'ils ont des questions qui, des fois, peuvent être un peu bêtes, mais spontanées, et qui nous font réfléchir. Bien sûr. Et puis, il y a des questions extrêmement sensées. Et donc, c'est un mélange de tout ça. Et puis moi, Fred, la première chose qu'il m'avait dit, et Thierry Blancon aussi, m'avait dit, Anne-Laure, moi, je t'apporte des choses et j'espère que l'élève dépassera le maître. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite quand on accompagne des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on apporte tout ce qu'on peut donner, mais on espère et on veille à ce qui s'élève et qui nous dépasse largement. Et la satisfaction, elle est là. Voilà. Donc c'est parce qu'on a éduqué aussi à quelque chose et c'est important. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que des fois, on met 10 ans à créer quelque chose qu'on peut transmettre en 6 mois. Et on a économisé 10 ans à cette personne. Donc on espère que sur ces 10 ans, ils vont nous dépasser, quoi. Totalement. Ouais, je partage ton avis à 100%. Sur la prévention, pour revenir à ça, est-ce qu'il y a des choses que tu peux conseiller, toi, à des entraîneurs qui sont vraiment une base en béton armé pour essayer de prévenir des blessures? Alors, au-delà de la chose très concrète de terrain, un bon éducateur, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui sait observer. Donc déjà, le premier conseil, c'est apprendre à observer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand je fais passer des batteries de tests, j'observe des choses. Et j'observe parce que j'ai pris le temps d'observer des milliers d'heures. Et chaque, aujourd'hui, analyse est beaucoup plus approfondie, mais j'en apprends tous les jours. Voilà. Donc déjà, c'est apprendre à observer. Et après, sur le concret, je sais pas, demain, il y a un éducateur qui est dans l'athlétisme et qui veut développer, travaille lentement, travaille la qualité d'appui dans tous les rythmes, dans tous les tempos. C'est pas parce que l'athlète est un sprinter qu'il faut toujours travailler sur de la vitesse à haute intensité. Donc, aller développer et d'identifier en tant qu'entraîneur les prérequis aussi de la locomotion humaine. Et aujourd'hui, ce qui peut faire ma force aussi, c'est le nombre d'heures que j'ai passé à comprendre comment fonctionne le corps humain. Et aujourd'hui, si j'ai acculturé beaucoup de monde à travailler sur le pied parce que je sais que même le nageur, il travaille son pied, c'est parce que je me suis rendu compte du rôle du pied, que ce soit dans un sport terrestre ou dans un sport aquatique ou pas. Le rôle que le pied a dans une posture. Voilà. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça où vraiment j'invite vraiment les jeunes entraîneurs ou les éducateurs à travailler, peu importe le niveau dans lequel ils interviennent, à comprendre comment fonctionnent les choses. Je les invite à aller regarder les réflexes archaïques, ce que c'est, comment on fait, sortir des a priori qu'on peut avoir, les chaînes musculaires. Il y a différents courants, d'aller chercher tous les courants, de se former sur ça. Moi, je suis complètement autodidacte. Je te coupe. Pour les chaînes musculaires, justement, pour les gens qui ne parlent pas forcément anglais, est-ce que tu as une source ou des références francophones à citer ou pas? Pour ceux qui ne parlent pas anglais? Ouais, pour les entraîneurs qui ne parlent pas anglais, on sait qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, alors après, bien évidemment, y a GDS, Goldlief Estuf, qui a vraiment travaillé, où ses études ont été traduites en français, donc il y a plein de choses. Et puis aujourd'hui, les chaînes musculaires, aujourd'hui, il y a très peu de choses qui n'ont pas été traduites. Ouais. Donc, je sais que GDS, c'est extrêmement traduit. Okay. Voilà, donc il peut aller voir ça. Chaîne GDS, sur une barre de navigation. Donc, il y a ça. Les réflexes archaïques, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses en anglais. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ailleurs, le labo RNP travaille beaucoup là-dessus. Adrien, expert là-dedans. Ouais. Donc, je sais qu'il y a ce type de formations qui peuvent être extrêmement intéressantes.
Et puis, il y a ce côté où je m'auto-forme. J'ai été complètement autodidacte là-dessus. Je me suis formée, j'ai appris, voilà. Et donc, j'ai appris comment fonctionnait sur le plan moteur, sur le plan musculaire, sur le plan anatomique, dans le sens large. Il y a plein de choses à observer pour comprendre ce qu'on doit faire pour que les choses soient fluides. Voilà. C'est ma philosophie, c'est ma manière de voir. Et aujourd'hui, on le voit bien, même les heures de vidéos que j'ai pu visionner sur l'anatomie, maintenant ils font des trucs extrêmement 3D qui sont incroyables. Avant, on avait les vieux bouquins d'anatomie qui étaient extrêmement lourds. Maintenant, aujourd'hui, avec même toute la nouveauté technologique, on a des belles choses à... Il y a le labo de Lyon qui fait de très belles vidéos. Exactement, l'Univ Lyon sur YouTube. 3D, je crois. Exactement, qui fait des super vidéos, alors qui des fois, effectivement, peut-être manquent de précision, mais qui ont été vulgarisées pour justement être accessibles à tout le monde. Donc il y a plein d'outils comme ça. Donc l'entraîneur de demain, il veut mettre de la prévention, déjà comprendre pourquoi, comment, et après derrière, donc c'est identifier le sens et les intentions. Et après derrière, je me fais pas de soucis sur les exercices. Mais il faut pas prendre le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut pas partir d'exercice pour comprendre après. Il faut comprendre pourquoi on met en place tel ou tel exercice. Et après l'exercice, il y a des bibliothèques sur les réseaux sociaux qui sont complètement... sur lesquelles on peut trouver énormément de choses. Donc, alors des fois, c'est un peu le Cirque du Soleil, on est d'accord. Alors pas le Cirque du Soleil, pardon, mais le Cirque Pinder, parce que le Cirque du Soleil, c'est quand même des beaux artistes. Mais des fois, c'est un peu le Cirque Pinder. Mais de comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je décide de travailler sur la stabilité, ou vulgairement la proprio, et il suffit pas de mettre un athlète sur un trampoline ou sur un Bosu. Il faut comprendre la démarche, il faut comprendre comment fonctionne le système vestibulaire, il faut comprendre tout ça. Et une fois que j'ai compris ça, je vais mettre en place l'exercice qui correspond à la situation dans laquelle je suis confrontée. Pour l'athlète. Parce que ton instabilité et la mienne ne sera pas la même. Bien évidemment. Voilà. Ok. Pour essayer d'aider les entraîneurs à comprendre ce qu'est la prévention, il y a peut-être une question à poser, c'est qu'est-ce que la blessure et comment est-ce qu'elle arrive ? Ça, c'est sûr, effectivement. J'ai d'ailleurs coécrit un ouvrage sur la prophylaxie, la prévention dans le sport de haut niveau, donc qui s'appelle la prophylaxie dans le sport de haut niveau. Et finalement, la première chose qu'on a faite dans le premier chapitre, c'est qu'on a défini la blessure, effectivement, avec Christophe Keller. Et effectivement, dans cet ouvrage, la première chose qu'on a fait avec Christophe, c'est de définir la blessure, les stades de gravité, et de comprendre ce que c'était. Ça, c'est sûr, c'est indispensable. Ok, je renvoie les gens à votre bouquin. Je le mettrai en description. Très bien. Collection INSEP, si je ne dis pas de bêtises. C'est une collection INSEP, voilà. Je suis fidèle à mes racines et à mon école. J'ai eu Christophe dans l'émission d'ailleurs 2 fois. D'accord, très bien. Parce que la première fois, j'ai un disque dur qui a cassé. Ok. C'était l'année dernière. Donc on a retourné l'épisode il y a quelques temps. J'invite toutes les personnes à écouter Christophe parce que la vision qu'il a, elle est extrêmement intéressante et ça mérite de l'écouter. On va faire pas mal de choses ensemble, je t'en parlerai en off. On a déjà plus d'1 heure et demie d'émission. Je vais commencer à te poser les questions de la fin. Déjà, est-ce qu'il y a un thème que toi tu veux aborder ? Un thème que... Alors, j'ai le sentiment qu'on a quand même ouvert beaucoup de choses. Maintenant, pour l'instant, vraiment, c'est... toutes les personnes qui veulent rentrer dans le milieu, dans la prévention, dans la réathlétisation, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est complètement indissociable au travail de la préparation physique. Et malgré tout, ça mérite une vraie connaissance aussi de la méthodologie d'entraînement qui aujourd'hui est absolument pas, entre guillemets, enseignée dans les formations, en tout cas, celles que je connais, parce que malheureusement, je ne connais pas tout, mais en tout cas, toutes celles que je ne connais, la méthodologie d'entraînement, savoir planifier, programmer, les fondamentaux de ça, j'ai l'impression qu'on a malheureusement chanté tout ça. Donc, c'est repartir dans le cœur du métier et d'aller se former à ça. Et puis la formation, elle est absolument importante. Aujourd'hui, je continue à me former, à m'auto-former. C'est important. Voilà, si on veut durer dans ce métier-là,
C'est important de rester sur du sens et voilà, je parle beaucoup de sens, mais c'est pour moi l'essentiel. Ça me fait sourire parce que on est en train de monter une formation sur la méthodologie d'entraînement, on en parlera. Donc je l'annonce officiellement. Hein. À partir de janvier, nous, on va sortir plein de formations tous les mois sur un thème différent qui vont s'accumuler, hein, qui ne disparaîtront pas, avec différents intervenants. Et on en a une qui est en cours de préparation sur la méthodo. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on a des entraîneurs de très haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques et qui, quand je leur demande quelle est leur programmation, ils me sortent un calendrier de compétition ou une semaine type. Donc effectivement, on a perdu ça. Et on parle de prévention blessure, mais de connaître le seuil de tolérance d'une personne et d'un athlète et de veiller à créer justement et bien adapter la charge d'entraînement, ça reste malgré tout la base. Mettre du repos, c'est aussi la base. C'est pas donc, pour les fragiles alors. Ouais, non, c'est important. C'est important d'avoir des cycles dans lesquels il y a peut-être quelques jours, une semaine, peu importe, de récupération, de régénération pour pouvoir après derrière rentabiliser tout ce qu'on a appris. C'est la chose qu'on dit le plus simplement, c'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, la meilleure manière d'apprendre, c'est le sommeil. Donc c'est la même chose dans le sport de haut niveau et dans l'entraînement, c'est-à-dire que je vais m'entraîner, mais à un moment donné, il va falloir que le corps il absorbe tout ça, et donc il y a cette période de repos qui est indispensable, et on n'a pas besoin d'avoir et d'investir dans des technologies extrêmement entre guillemets financièrement coûteuses, etc., pour juste régénérer. On a des choses essentielles, donc repartir systématiquement à l'essentiel. Une fois que l'essentiel est fait, après derrière on peut partir dans des choses beaucoup plus complexes, mais la simplicité, on appelle ça. Je suis complètement d'accord. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur ? Un bon entraîneur, c'est en tout cas une bonne personne qui est dans l'accompagnement. Voilà, je pense que quelqu'un qui est capable de se retirer quand il faut le faire. Un bon entraîneur aussi, c'est quelqu'un qui est capable de dire malheureusement, là, je peux plus t'apporter quelque chose, il va falloir que tu ailles t'ouvres vers d'autres horizons aussi. On a des entraîneurs qui ont cette capacité de le faire, et même si c'est extrêmement douloureux émotionnellement, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir ce recul-là. Qui est donc l'essence. On pourrait aller très très loin, un bon entraîneur. Hein. C'est quelqu'un qui sait observer, c'est quelqu'un qui fait les choses pour les autres et pas pour lui. Il y a plein de choses, mais c'est important un bon entraîneur, c'est un bon accompagnateur. Dans une vision à 360 degrés de la terminologie accompagnée. Génial. Est-ce que tu as des formations à conseiller ? Tu as conseillé Labo tout à l'heure. Oui, effectivement, Labo RNP pour moi est quelque chose qui est extrêmement novateur, mais on ne peut pas le faire quand on n'a pas non plus les bases. C'est vrai. C'est-à-dire, je pense que ça peut être extrêmement complémentaire à pas mal de choses, mais tout ce qui est méthodologie d'entraînement, c'est aussi important. Je ne vais pas faire de pub. Alors, c'est pas forcément. Oui, tu peux. Non, mais tu peux. Comme tu disais, l'observation peut être une formation. Tu peux citer d'autres choses que des marques. Oui. Sans aucun problème. Oui, parce qu'au niveau de la formation, bien évidemment, il y a les meilleures formations, c'est celles qu'on va aller chercher, qui ne sont pas forcément issues de notre domaine. Je pense que c'est important. Et puis, la meilleure formation, c'est le terrain. Je veux dire, aujourd'hui, moi, quand j'ai des stagiaires qui viennent me voir et qui me disent « Anne-Laure, je veux faire ce que tu fais » ou « je veux être préparateur physique », je lui dis « c'est simple ». Parce qu'il me dit « oui, mais cette formation, elle coûte X 1000 €, etc. » Je lui dis « c'est simple. Tu mets un manteau et tu prends un carnet, tu prends ton téléphone et tu observes. Et tu vas aller voir tous les milieux associatifs au haut niveau. Et tu vas aussi prendre le temps d'aller chercher toutes les cultures, toutes les fédérations. Et tu observes, tu regardes. Tu absorbes, tu prends. Et s'ils peuvent aussi avoir la chance de pouvoir partir à l'étranger, je les incite à aller partir à l'étranger. Parce que des fois, il faut savoir partir pour mieux revenir, c'est ce que j'ai fait. Des fois, on n'ose pas partir parce qu'on veut s'implanter en France. Mais aujourd'hui, au contraire, moi aujourd'hui, j'ai été aussi acceptée à l'INSEP parce que
j'avais eu cette expérience au Canada, ça a été mon point fort. Donc du coup, voilà, il faut prendre le temps d'observer et de passer du temps et des heures dans le froid, en plein hiver, jusqu'à tard le soir. Voilà, la meilleure formation, elle est celle-là. Et c'est celle que j'ai eue. Ok. Est-ce que tu as des livres à conseiller ? Des livres, je sais que Frédéric Aubert, Thierry Blancon ont quand même sorti pas mal de contenu sur le domaine de la préparation physique. Donc là-dessus, je n'aurai pas les titres exacts. Je les mettrai en description. Je m'excuse, Fred. J'ai peur de faire une bêtise, donc je ne dis rien. Voilà, donc ouais. je n'irai pas là-dedans. Un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Piacenta, sur l'observation. Ouais. Donc je ne sais même pas si aujourd'hui on est capable de le retrouver, mais je sais que sur l'observation, savoir observer, il me semble que c'était ça le titre de Piacenta. Ça m'avait beaucoup marqué. Et aujourd'hui, il y a des écrits, quand on rentre dans le sport de haut niveau, des écrits de Philippe Fleurance, qui travaille sur la complexité du sport de haut niveau, qui pour moi sont mes bibles. Et je continue encore à lire du Edgar Morin, du Philippe Fleurance, sur justement tous ces principes de la complexité, de la multifactorialité de la performance. Et aujourd'hui, c'est des livres qui, moi, m'ont beaucoup ouvert l'esprit. Voilà. Ça me fait sourire parce que hier soir, je discutais avec Loïs Robin Monaco, qui est le premier préparateur physique à m'avoir parlé d'Edgar Morin. Alors moi, j'avais lu ça de mon côté, mais quand j'en parlais autour de moi, on me prenait pour un illuminé. Et quand on fait l'émission ensemble, il me cite ça, je bug. Et maintenant, une pause, on s'écrit très souvent, on s'appelle souvent. Et hier, on a parlé de ça, justement. Donc, c'est pour ça que ça me fait beaucoup sourire. Et je me dis, tiens, une de plus. Ouais, une de plus. J'ai eu la chance à l'INSEP d'avoir été en cours avec des profs comme ça. C'est-à-dire qu'ils venaient à l'INSEP et ils nous expliquaient. Et il y a même Claude Fauquet, qui était dans la natation, qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Philippe Fleurance, Sylvie Pérez, tous ces noms-là m'ont ouvert énormément l'esprit. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette ouverture d'esprit que j'ai aussi abordé ma manière d'entraîner et que c'est grâce à tout ça que j'ai réussi à créer mon identité aussi. Voilà. Génial. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci du coup pour ces échanges. Soyez authentiques, voilà. Soyez vous-même et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Il n'y a pas de moule, il n'y a pas de one way, il n'y a pas de chemin tout tracé. Et comme le disait Philippe Fleurance, c'est chemin faisant que nous apprenons et que nous arrivons à créer de la performance. Et la performance, elle est collective, elle est en interaction surtout, elle est interactive et en interaction avec beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'invite tout le monde à prendre cette voie-là. Alors, merci. De rien, merci. Et voilà, un épisode de plus qui est terminé. J'espère que ça t'a autant plu que moi. J'ai vraiment adoré ce moment de partage avec Anne-Laure. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à partager à 2 personnes que ça pourrait intéresser, à liker, probablement t'abonner ou noter selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, et à commenter si jamais tu as une réflexion à partager ou une question à poser, on y répondra. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Club des entraîneurs. Et la semaine prochaine, grosse surprise, c'est un Canadien qu'on va recevoir, c'est Lisandro Araneda, et on parlera de vitesse et d'explosivité. Salut!